Salut à tous, est-ce que vous m'entendez? Si c'est OK, comme d'hab, vous me faites un petit message sur la messagerie. OK, nickel. Eh ben OK. Eh ben on va pouvoir commencer. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Bon, vous êtes déjà une quinzaine, c'est déjà pas mal. Parce que le webinaire, le thème de ce soir, c'est la PMPFS. Donc la préparation militaire parachutiste force spéciale, et c'est un webinaire qu'on a déjà fait, donc que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu. Donc je le refais parce que je n'avais pas pu l'enregistrer et donc celui-ci je le mettrai sur la page YouTube où vous pouvez bien sûr retrouver le replay des autres webinaires. Voilà. Déjà, dans un premier temps, merci d'être présent ce soir. Ça montre encore une fois votre motivation au vu de vos objectifs. C'est un webinaire qui est particulièrement important. C'est important parce que, alors, déjà, la plupart d'entre vous, je suppose que vous êtes tous dans le cursus FS, c'est-à-dire que vous visez une unité des forces spéciales. Cependant, ce webinaire est aussi intéressant parce que ce que je vais évoquer là, c'est intéressant pour toute autre formation d'intégration. Alors, les points qui vont être évoqués sont importants, sont un peu similaires à la FIFST, à la formation initiale force spéciale terre, mais à la formation initiale tout court, sont intéressants pour un stage comme une présélection GI. Enfin voilà, tous les stages où on vous met un peu dans l'univers militaire, eh bien les points qu'on va évoquer sont quasiment similaires. Euh, le but, c'est pas de vous dire exactement ce que vous allez avoir, ce que vous allez faire, parce que bien entendu, ça change, mais d'évoquer avec vous, de par le retour d'expérience que j'ai, parce que j'ai déjà encadré des PMPFS à l'époque, et j'ai pas mal d'élèves qui vont chaque année régulièrement et qui participent à ces formations-là. Donc c'est important de ne pas y aller les mains dans les poches. Vous vous doutez pourquoi? Tout simplement parce que la PMPFS est une étape du cursus d'intégration, une étape quand on arrive déjà à cette étape-là, c'est que on a bien bossé. Ça veut dire que vous avez réussi les tests CSO, que vous avez eu l'agrément FS, que potentiellement vous êtes passé en entretien. Et si on vous propose de faire une PMPFS, c'est soit parce qu'elle est obligatoire en fonction de l'unité où vous souhaitez aller, soit parce que il y a beaucoup de candidats et un entretien, ça dure 20 minutes. C'est difficile de juger une personne et de sélectionner, de comparer en 20 minutes. Donc, on vous envoie faire une PMPFS. Ça a quand même un intérêt primordial dans le sens où vous allez sauter en parachute. Donc déjà, ça vous assure le fait de savoir que vous êtes à l'aise avec ça. Ça vous assure aussi, de par ce que je vais évoquer, vous allez voir, vous allez vous projeter un petit peu dans cet univers-là, le fait de vous dire que c'est bien fait pour vous. Ça vous permet aussi, peut-être, parfois, de vous dire, je postulais pour le 13e RDP, finalement, c'est peut-être le premier PIMA qui est fait pour moi, je me sens plus dans ce profil-là, ou vice-versa, ou le 4e RHFS, peu importe. C'est rare, généralement, et puis, quelque part, heureusement, parce que généralement, quand vous êtes à ce stade-là, vous savez où vous voulez aller, vous avez bien pris conscience que le profil n'est pas similaire, il est tout de même un petit peu différent, donc normalement, vous restez sur votre objectif. Cependant, ça arrive, et je vous le dis. La première chose, c'est que cette formation, alors je dis formation, mais elle va durer 15 jours. Elle est séparée se fait en 2 semaines. Il y a une première semaine où vous allez avoir des activités, vous allez vivre des choses, où on va vous présenter des choses, et une deuxième semaine où vous allez être dans votre tunnel puisque vous allez être sur la partie para. Et c'est cette semaine-là où vous allez avoir toute une instruction et sauter à la fin. Pour
découper un petit peu ce que vous allez rencontrer pendant cette formation qui va durer 15 jours. On va commencer par la première semaine et je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y fait, comment faut se comporter, à quoi s'attendre. Tout d'abord, quand vous allez arriver, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, à la différence que certains veulent intégrer le premier PMA, d'autres le quatrième RHFS, d'autres le 13e RDP. La plupart des jeunes qui sont présents veulent, quoi qu'il arrive, intégrer une unité des forces spéciales. Tout le monde a l'agrément FS, ce qui veut dire que tout le monde a quand même un certain niveau physique. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une préparation militaire, comme on peut l'avoir sur une préparation militaire défense, une préparation militaire, il en existe plein de différentes. Celle-ci, elle est primordiale parce que il y a un classement et le classement fait la réussite ou pas, tout simplement. C'est-à-dire que généralement, vous êtes une quarantaine et alors, ça peut varier ce que je vous dis là, hein, pas sur le nombre de présents, mais sur le nombre d'admis, sur le nombre de personnes qui vont avoir l'agrément. Généralement, ça tourne autour d'une quinzaine, une vingtaine, ça dépend du groupe, bien sûr. Mais c'est rarement 40 présents, 40 qui ont l'agrément. Donc, il y a quand même un challenge. Vous rentrez dans quelque chose où on va vous demander de la cohésion, on va vous demander cet esprit de groupe, tout en vous challengeant et on vous demande d'être performant individuellement puisque vous devez avoir la meilleure note possible. Vous allez être évalué, vous allez être noté sur plein de critères différents que l'on va aborder au fur et à mesure. La première chose, vous arrivez, vous allez, comme toute formation, percevoir un pactage, percevoir du matériel. Alors déjà, je rebondis sur ça tout de suite. Vous percevez un pactage. Qui dit pactage dit chaussures. On n'arrive pas avec ses pompes voilà, ces chaussures de marche. Donc ça veut dire que bon, vous vous en doutez bien, hein, vous allez sûrement marcher pendant cette formation-là, mais vous n'allez pas marcher avec les chaussures avec lesquelles vous marchez tout le temps. Hein, donc tout de suite on rebondit et on pense tout de suite nouvelles chaussures, forcément blessure, problème de pied, etc. Problème de pied amène à une certaine contrainte qui peut nous pénaliser sur toutes les activités physiques sur lesquelles on va être évalué. Donc, il faut déjà se préparer de ce niveau-là, à ce niveau-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare pas à la veille, on se prépare un mois avant, en marchant régulièrement, en préparant ses pieds. Préparer ses pieds, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser la crème Nog, j'en parle souvent. Il y a d'autres marques, mais c'est une crème qui fonctionne très bien, que j'ai testé sur le trek que j'ai pu faire, que je n'avais pas forcément testé avant, mais j'avais des retours positifs. Et donc, massez vos pieds avec cette crème le matin et le soir, un mois avant, tous les jours. Ça va hydrater vos pieds, ça va renforcer vos pieds et vous allez commencer déjà dans des conditions plus favorables. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut mettre de côté. C'est quelque chose qu'il faut prendre quand même au sérieux parce que les pieds, vous le savez, je vous le dis très souvent, ça reste quand même la base. Hein, on a beau être le plus fort physiquement, mentalement, tout ce qu'on veut, si on a les pieds qui sont complètement en vrac, parce que malheureusement, quand on a des ampoules, quand les ampoules s'infectent, etc., on a beau être qui on veut, ça fait mal et la douleur, au bout d'un moment, c'est un frein et ça peut être compliqué. Et là, vous n'avez pas le droit de vous retrouver dans cette situation-là. Donc, préparez vos pieds. Marchez, mettez de la crème Nog et puis voilà, c'est déjà pas mal. Bien entendu, des chaussettes, hein, vous allez percevoir sûrement, je ne sais pas, je pense que vous allez percevoir des chaussettes TTA. Évidemment, c'est pas des chaussettes de rando, c'est pas des chaussettes de trek, c'est pas des chaussettes spécifiques. Donc, ayez des chaussettes spécifiques pour la marche. Hein, donc, il y a différents types de chaussettes, renforcées à certains endroits. Souvent, ce sont des doubles chaussettes. Voilà, vous trouvez ça à Decathlon. C'est pas très cher et c'est plutôt efficace. Tant qu'à faire, prenez des chaussettes de couleur kaki, hein, parce que vous doutez bien que l'idée c'est pas d'avoir des chaussettes jaune fluo, ça va pas le faire. Donc voilà, mais ça c'est important.
Donc voilà, ça c'était une petite aparté par rapport tout de suite pour rebondir par rapport à quand je dis vous percevez un pactage, d'accord? Donc vous percevez un pactage et on va vous mettre dans l'ambiance. Alors ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand vous arrivez sur cette préparation, ces 15 jours-là, vous êtes plus dans la même routine. Vous êtes dans une nouvelle routine. Hein, vous avez votre vie, et ça encore, c'est quelque chose que je répète et que je répète, mais qui est important. Vous avez vos habitudes. Hein, les habitudes, c'est je me lève à telle heure le matin, la journée je fais ça, je suis dans mon confort, je suis dans ma routine, je suis dans mon cercle. Là, on va vous casser ça. On va vous casser, c'est gentil. La PMPFS, c'est gentil, c'est pas quelque chose, c'est pas un stage co, hein, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivrez plus tard, si vous allez plus loin. Mais toutefois, et c'est le but aussi, et c'est ce qui est intéressant et important, on vous casse cette routine-là et on vous met déjà dans la routine qui vous attend. Et la routine qui vous attend, c'est des réveils la nuit, on en reparlera, c'est faire son lit au carré, c'est faire les TIG, donc les travaux d'intérêt généraux, le ménage en fait, hein. C'est la cohésion, c'est vivre en communauté, vivre avec d'autres personnes, le savoir-vivre, accepter les qualités, les défauts de chacun, c'est se retrouver parfois en situation un peu inédite, situation de fatigue, dans la rusticité, j'ai froid, j'ai faim, j'ai pas beaucoup dormi, et donc vous avez votre carapace, et là on va chercher au fond de cette carapace, et donc en ressort quelque chose peut-être inconnu pour vous. Hein, on ne sait pas parfois comment on réagit quand on est très fatigué, quand on est sur un aspect après une activité physique, qu'on n'a pas mangé, etc. Hein, il faut bien prendre en compte que ces choses-là, le but c'est pas de se dire moi je sais comment je me sens quand je suis fatigué puisque je travaille beaucoup et donc je dors pas beaucoup et quand je suis fatigué je suis comme ça. C'est une chose, mais ce qui est important c'est le mixte de tout ça. C'est être fatigué, avoir faim, avoir froid, faire une activité physique, c'est tout ça. Le mix de tout ça. On peut pas se fier qu'à un critère, il faut se fier à tous ces critères en même temps. Et c'est pour ça que pour la plupart d'entre vous, avant de faire ce stage-là, vous faites avec moi sur le mentoring le programme Sortir de sa zone de confort. Il a tout son intérêt, bien entendu, et il est très important pour cette partie-là. D'accord? Parce que justement, ceux qui arrivent et qui ne sont jamais sortis de cette routine-là, qui n'ont jamais vécu en prenant en compte tous ces critères-là, hein, parce que certains pensent que je sais comment je suis quand je suis fatigué, je sais comment je suis quand j'ai faim, je sais comment je suis quand j'ai froid, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec tous ces aspects mélangés? Donc c'est pour ça qu'on fait ce programme-là. Il est un peu similaire à ce que vous allez vivre, hein, c'est pour ça que c'est important. Donc, où j'en étais. Du coup, voilà un petit peu ce changement de routine là, il faut le prendre en compte. Il est important. Vous allez vous adapter. Le but, en ayant fait par exemple le programme Sortir de sa zone de confort, en ayant déjà été en immersion, ça vous permet de ne pas découvrir. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est un critère. Ce sont des critères qui vous mettent dans une ambiance. Mais mis à part tous ces critères et mis à part être dans cette ambiance, on vous demande de vous concentrer sur des choses. Vous allez être évalué physiquement. Vous allez avoir des cours théoriques. On va vous parler de certaines choses importantes. On va vous présenter des choses. Ça, ce sont des axes sur lesquels vous devez vous concentrer. Si vous arrivez déjà dans un milieu qui vous est inconnu, que vous devez vous adapter et qu'en plus vous devez faire face à tous ces critères-là, c'est compliqué. Et c'est normal pour tout le monde, quelle que soit la situation, l'environnement, etc. Quand on arrive dans quelque chose qu'on a déjà en partie vécu un petit peu, on n'est pas surpris, on sait où on met les pieds, on sait comment ça se passe, on l'a déjà vécu, on sait où sont ses points faibles, où sont ses points forts, on se concentre sur ses points faibles et on est à l'écoute des sujets qui vont vous être, où on va vous demander quelque chose. C'est plus facile de se concentrer sur certaines choses que quand on arrive un petit peu comme ça en disant, ben, on va découvrir et on va faire avec. C'est la chance que l'on a aujourd'hui, que vous avez aujourd'hui, de pouvoir vous préparer de cette façon-là
via le mentoring. Alors, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, bien entendu, mais c'est parce que ça me paraît important. Moi, il y a plus de 20 ans, quand j'ai intégré cet univers-là, moi et tous les autres, il n'y avait pas Internet, on savait rien. Donc, on découvrait, on s'adaptait. Il y avait le facteur chance et il y avait aussi le facteur sélection naturelle. Voilà. Ces facteurs existent toujours. La sélection naturelle, elle est toujours là. Le facteur chance, il est toujours là. Mais il y a un facteur qu'on n'avait pas à l'époque et qui est là aujourd'hui, c'est la communication. C'est est-ce que on vous a apporté des éléments de langage? Est-ce qu'on vous a apporté des bons éléments? Est-ce que vous avez fait vos recherches? Est-ce que vous avez eu des bons éléments? Le problème qu'il y a aujourd'hui, finalement, c'est qu'il y a trop d'éléments. Quand vous allez sur Internet, les réseaux sociaux, les sites, enfin peu importe, vous avez 1 milliard d'informations. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut pas garder. Vous les aurez, les enfants. Tout ce que je vous dis, c'est pas volé. Je l'ai volé à personne pour vous le donner. Vous n'êtes pas des privilégiés. C'est tout simplement que je vous parle de retour d'expérience. Moi, j'essaye de récupérer tout ce qui va se dire. Bon, après, je vais pas le chercher parce que je le sais, mais je vais vous donner des informations, ce qui va vous éviter de passer des heures à chercher des informations, d'avoir de mauvaises informations et de prendre des mauvaises directions. Hein, voilà, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se prépare correctement et quelqu'un qui se prépare pas ou qui se prépare pas de la bonne façon. Voilà un petit peu déjà pour commencer. Ensuite, forcément, vous vous en doutez, vous arrivez dans un nouvel univers, comme je l'ai dit, et donc vous allez commencer à mettre un pied. On va vous montrer un petit peu ce que c'est que l'armée. Donc le lit au carré, toutes ces choses-là, bien évidemment, mais quelque chose qui est important, très important dans l'armée. Vous le verrez quand vous intégrerez, que vous ferez votre formation initiale, mais vous allez déjà le voir ici, c'est l'ordre serré, par exemple, tout simplement. Alors qu'est-ce que l'ordre serré? Bien, c'est marcher au pas, hein, en uniforme, marcher au pas, en peloton, en section, marcher au pas en chantant, savoir se présenter. Voilà, c'est le côté militaire de base, le côté militaire pur qui est important, qui est ce qui reflète, hein, quand vous avez un peloton de 30 personnes, 40 personnes qui marchent au pas en chantant, ça doit être beau et ça doit dégager quelque chose. Si vous êtes là et que personne n'est au pas, personne, vous chantez comme des casseroles, etc., vous dégagez quelque chose de très négatif. L'encadrement, c'est un peu la honte. Donc voilà, parce qu'ils sont quand même responsables. C'est eux qui vous enseignent, c'est eux qui vous forment, c'est eux qui vous informent. Donc tout ça, c'est important. Et vous devez leur rendre ça, vous devez être très rigoureux là-dessus. Donc ça, vous allez en bouffer normalement, logiquement. Hein. Vous en bouffez, soyez assidus là-dessus. Et c'est pas quelque chose qu'on prépare, bien entendu. Hein. Vous n'allez pas vous amuser à marcher au pas. Vous ne savez pas comment on fait. Voilà, vous allez l'apprendre. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est important. Ensuite, vous allez, mis à part sur cet aspect militaire, on va vous présenter. Hein, vous êtes là, vous connaissez pas, hein, vous êtes des civils, vous découvrez. On va vous présenter le milieu des forces spéciales. Donc, on va vous présenter les unités. Il faut savoir, chose que je n'ai pas dite, mais qui est essentielle, c'est que l'encadrement que vous allez avoir sont des gens qui sont dans ces unités. Hein, vous allez avoir des gens du 13e RDP, vous allez avoir des gens du 1er PIMA. C'est l'encadrement. L'encadrement est mixte. Et donc, ça vous permet à vous d'échanger avec ces personnes-là, avec ces cadres. Ça vous permet à vous d'avoir de l'information. Ça leur permet à eux de vous communiquer ce qu'ils ont envie de vous communiquer, de vous présenter leur unité. Et ça permet aussi de voir, de ressentir un peu le profil de tel ou tel régiment. Vous verrez que les gens du 13 n'ont peut-être pas le même profil que les gens du 1er. Hein. Souvent, on le ressent, on le voit. Donc ça, c'est important. Et donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, vous allez avoir des présentations. On va vous présenter. Vous allez voir des autorités, probablement, qui vont venir vous voir, qui vont venir vous observer, discuter avec vous, vous présenter des choses, etc. Donc, vous devez être exemplaire, rigoureux. Ça, c'est important. Vous allez aussi avoir des cours théoriques. Alors, quand je dis cours théoriques, je sais pas si vous allez avoir des cours dans une salle, mais quoi qu'il en soit, c'est évident, on va vous donner de l'information.
que ce soit présenter une unité, que ce soit de l'information sur tel ou tel sujet, on vous donne de l'information. Cette information, elle est importante. Vous êtes là pour 15 jours, c'est quelque chose d'important. Ayez un carnet, ayez un crayon, toujours sur vous. Prenez des notes. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous savez pas, c'est important, je prends des notes. Prenez des notes parce que il y a de grandes chances que vous soyez interrogé. Il y a de grandes chances que vous ayez un petit test écrit pour savoir si ce qu'on vous a dit, vous l'avez retenu. Ça, c'est important. Quand vous faites le programme sortir de sa zone de confort, pour vous donner, faire le parallèle, vous avez des fois où on vous demande de vous réveiller la nuit, de prendre une douche froide pendant 5 minutes, d'aller marcher pendant 30 minutes, et ensuite, quand vous rentrez, vous vous recouchez, puis vous vous réveillez, et puis vous devez apprendre des cours pendant 1 heure. Et puis 2 jours plus tard, je vous demande de restituer ce que vous avez appris. Est-ce que vous arrivez à restituer quelque chose dans la fatigue? Est-ce que si on vous donne des cours, si on vous donne de l'information au milieu de la nuit, peut-être pendant la FIFST, après une activité, je sais pas, et qu'on vous demande en fin de semaine de restituer, est-ce que vous l'avez mémorisé? Est-ce que vous avez pris des notes et vous avez peut-être mémorisé plus tard quand vous étiez plus en condition? Ça, c'est à vous de le prendre en compte, mais soyez attentifs là-dessus. Donc, vous aurez sûrement des cours théoriques, de l'information qu'il faudra restituer. Qui dit PMPFS dit parachutiste, hein, forcément. Vous savez très bien que la deuxième semaine, vous allez sauter en parachute. Et pour sauter en parachute, vous allez devoir passer des tests, hein, des tests qui ne sont pas inventés, puisque ce sont les tests TAP. Vous n'allez pas faire, je crois, de mémoire, me semble-t-il. Vous ne faites pas les tests TAP qu'on fait en régiment. Je crois que c'est un peu modifié parce que vous ne faites pas un brevet parachutiste. Vous n'allez pas avoir le brevet parachutiste que vous aurez lorsque vous ferez votre FIFST. Mais vous allez avoir quand même un brevet comme quoi vous avez fait, je crois que vous faites 2 ou 3 sauts, je ne sais plus, mais vous avez quand même quelque chose. Cependant, vous sautez d'un avion, donc vous devez être apte, et pour être apte, il y a des tests physiques. Les tests, je crois de mémoire que c'est 15 secondes de suspension à la barre. Alors vous verrez qu'il n'y a rien de difficile et que de toute façon, tout le monde réussit puisque vous avez l'agrément FS. Quand on vous demande de tenir 15 secondes maintenant au-dessus de la barre en traction, évidemment, si vous avez l'agrément, vous y arrivez. Sinon, il y a un problème quelque part. Vous allez avoir des pompes, je crois que c'est 8 pompes, ça doit être 30 abdos, 20 squats et une corde à grimper. Pour être apte à sauter en SOA, saut ouverture automatique, sur la deuxième semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est pas inquiétant, parce qu'il n'y a rien de difficile. Mais vous avez aussi les TAP, ce qu'on appelle les TAP2, hein, ce sont des tests natation, où on vous demande généralement de faire une apnée, hein, c'est plonger ou sauter, faire une apnée de 15 mètres et poursuivre avec 85 mètres en nage libre. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de barème de temps, je ne m'en rappelle plus, mais quoi qu'il arrive, c'est pas très compliqué. Il faut savoir nager, et si vous êtes là, c'est de toute façon que vous savez nager. Hein. Quand vous arrivez dans un CSO, on vous demande normalement, si mes souvenirs sont bons, on vous demande une fiche d'aptitude comme quoi vous savez nager 100 mètres. Hein. Et si vous voulez intégrer les forces spéciales, ça me paraît logique que vous ayez un minimum, un niveau en natation ou au moins en aisance aquatique. De toute façon, sur les programmes que vous avez toujours des séances aquatiques qui sont facultatives. Donc, si vous n'êtes pas très bon de ce côté-là, je vous invite à faire ces séances-là si vous avez encore assez d'énergie pour le faire et ne pas déborder sur du surentraînement. Mais ça, on communique, vous me le dites, vous le savez, et puis ça se passe bien. Donc, vous avez ces tests-là. Vous avez aussi des activités militaires, évidemment. Activité militaire, c'est quoi? Activité militaire, ça va être de la course d'orientation, ça va être du parcours d'obstacles, ça va être de la piste d'audace, ça va être du tir, de la méthode naturelle, du TIOR, donc technique intervention opérationnelle rapprochée, des techniques de combat corps à corps, de sport de combat, un petit peu self-défense, enfin voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Mais ce sont des activités que vous allez avoir forcément
Et ce sont des activités sur lesquelles vous allez être évalué probablement, observé certainement. Ce qu'il faut retenir de ces différentes activités. Méthode naturelle. Méthode naturelle, si vous ne savez pas ce que c'est, la méthode naturelle, c'est tout simplement on utilise l'environnement qu'on a autour de nous. Hein, vous allez partir courir dans les bois en groupe, c'est un travail de cohésion, tout se fait en groupe. Et on va vous demander de grimper dans les arbres, de vous planquer. Voilà, c'est un travail de renforcement musculaire en groupe, en utilisant l'environnement qu'on a autour de nous, la nature. Il n'y a pas lieu d'avoir une note sur ce type d'activité. Cependant, ce type d'activité est intéressant parce que beaucoup d'exercices se font ensemble, en cohésion. Et la cohésion, sur ce type de stage, c'est important. C'est pas parce que vous n'êtes pas évalué sur quelque chose que vous devez vous dire, ok, c'est bon, je suis pas évalué, j'en mets sous le pied, je reste tranquille. Non, en fait, vous êtes toujours évalué. On vous observe, l'encadrement vous observe, vous êtes toujours évalué. Et encore plus sur ce type d'activité, et ce sont les notes les plus importantes. J'y reviendrai, mais la note de gueule, ce qu'on appelle la note de gueule, de comportement, c'est le plus important. Et ça, on le voit sur votre attitude pendant ce type d'activité. Ce type d'activité, ce qu'on attend de vous, c'est pas d'être montré que vous êtes le plus fort. Vous aurez l'occasion de montrer que vous êtes très fort. Hein, quand vous avez une activité physique qui est notée avec un barème, etc. C'est là où on vous demande d'être le plus fort. Mais quand vous avez une activité de cohésion, c'est pas la peine d'être devant en disant c'est moi qui cours le plus vite. Je suis en train de montrer au cadre qui est avec moi que je suis le plus fort. Non, lui, ce qu'il va voir, c'est que vous êtes individuel et que les mecs qui galèrent derrière, ils sont tout seuls. Donc là, il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut penser aux copains. Ça, c'est important. Et c'est sur ce genre d'épreuve que vous pouvez vous mettre en avant et qu'il faut se mettre en avant. Hein. Donc voilà, la méthode naturelle. Le TIOR, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. On vous montre des techniques, on vous enseigne, c'est une initiation, on vous présente un petit peu l'activité et puis voilà, vous pratiquez. Certains sont à l'aise, d'autres un peu moins. Voilà. Le tir, c'est pareil. Hein. Certains font peut-être du tir dans le civil. On va pas vous demander de faire des parcours de tir, hein, évidemment. Hein. Vous êtes des débutants de toute façon. Peu importe, mais en tout cas, vous êtes des débutants là-bas. Donc, on va vous demander, ce qui est important, c'est est-ce que je retiens les règles de sécurité qu'on m'a données, hein, c'est le plus important. En soi, c'est le plus important. Que vous tirez à côté, bon, voilà, s'il y a une notation, si c'est quelque chose qui est évalué, c'est bien d'être en cible, hein, bien évidemment. Mais je pense que le plus important sur ce genre d'épreuve, c'est la sécurité. Hein, on vous donne des consignes, respectez-les. Surtout quand on est sur un stand de tir, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Soyez attentifs, soyez vigilants, ayez les yeux bien ouverts, les oreilles soyez à l'écoute. Ça, c'est important. On peut pas s'endormir et se dire prendre ça à la légère. Le tir, c'est important. Ce qui va être important, où vous allez peut-être être évalué individuellement, ça va être peut-être le parcours d'obstacles. Vous ne connaissez sûrement pas les obstacles, donc bien sûr vous avez une initiation et puis ensuite vous allez passer sur ces obstacles-là. Donc là, si on vous demande une activité avec un chrono, il faut faire un chrono, hein, il faut donner le meilleur de soi-même. Et sur ce genre d'activité, et j'y viendrai après par rapport à la préparation physique qui va être, quelle est la préparation physique qui va être adaptée pour ce type de formation. On joue un peu sur les deux, on est à l'entre-deux, et vous allez voir. Et bien là, faut faire un chrono. Sur une piste d'audace, c'est pareil. Hein, encore une fois, on vous montre. Il y a la sécurité qui est importante. Piste d'audace, voilà, hein, vous êtes assuré, vous vous auto-assurez en permanence parce que vous êtes en hauteur, très probablement. Donc, on vous donne des consignes, on vous montre, on vous explique. Soyez attentifs de la même façon que vous pouvez l'être lorsque vous faites une séance de tir. C'est important et il ne faut pas prendre des choses à la légère. On va sûrement vous demander peut-être de faire un parcours qui va être chronométré, après vous avoir montré un petit peu comment on passait les obstacles. Donc, donnez le meilleur de vous-même et puis soyez efficace, c'est important. La course d'orientation, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en équipe, généralement c'est individuel. Si vous avez de la course d'orientation, eh bien, ce qui est important, ça ne va pas être, ne cherchez pas le chrono,
que le chrono en tout cas. Hein. Le chrono, vous le cherchez si on vous demande de faire un 4 km chronométré, un 8 km. Là, vous allez chercher le chrono. Une course d'orientation, ce qui est important avant tout, c'est de ne pas se perdre. Hein. Si vous avez des balises à valider, si vous devez pointer, poinçonner, eh bien, il faut poinçonner. Il faut valider ces balises. Ce qui est important, généralement, quand on fait de la CO, il y a cette notion de chrono, il y a cette notion de nombre de balises trouvées. Généralement, vous pouvez être très 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 fort en course, hein, très fort, vous galopez, il n'y a pas de problème. Si vous avez sauté 2 balises, peut-être que le mec à côté, il est beaucoup moins fort que vous en course, il a mis beaucoup plus longtemps, mais il a toutes les balises. Généralement, ça pèse sur la balance. Hein. Honnêtement, le mec qui a été très vite, mais qui a sauté des balises, il aura une note beaucoup moins bonne que l'autre. Donc, priorisez l'analyse de trouver les balises. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, vous allez avoir différentes activités comme ça. Encore une fois, on reste concentré, on donne le meilleur de soi-même et on priorise les choses. Ça, c'est la partie activité militaire. Au niveau des tests physiques. Alors, au niveau des tests physiques, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ce que je vous dis là, c'est important pour tout le monde. C'est pas important que pour les gens qui vont faire une PMPFS. C'est important pour les gens qui vont faire les tests de sélection pour intégrer le GI, pour intégrer le RAID. Voilà, tous ces stages-là, le GAO, tous les stages de sélection en France, à l'étranger aussi, tous les stages de sélection sont conçus en quelque sorte de la même façon. Hein, faut pas se faire d'idées, faut pas s'inventer des choses. Le cursus, il est similaire pour tout le monde. Hein, on a tous une première partie où, quel que soit le milieu où on veut évoluer, que ce soit la police, la gendarmerie, une armée étrangère, les services spéciaux, peu importe, c'est toujours pareil. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous avez une phase où on vous demande des tests physiques où vous êtes évalué, on vous demande des minima. Donc ça y est, vous l'avez. Vous avez des entretiens. Vous aurez toujours des entretiens à un moment ou un autre. Vous avez des présélects, des sélections, des formations où on va vous mettre dans ce type d'ambiance, où on casse votre routine, on vous met dans ce qu'on attend de vous et on vous pousse mentalement, physiquement, pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Alors à des degrés différents, bien sûr. Là, on va pas vous pousser mentalement, physiquement. Hein, c'est pas une colonie de vacances, c'est pas un stage commando. Mais voilà. Donc toutes les choses que je vous dis là, elles sont importantes, même si je vous dis pas grand-chose. Hein, on reste sur quelque chose de très généraliste. Je suis là pour vous parler un petit peu de ce type de formation. Je suis pas là pour rentrer dans le détail de chaque petit point qui vont être importants pour vous. Et c'est ce que je fais sur d'autres webinaires. Hein, quand je parle comment gérer la pression que vous pouvez avoir dans des stages difficiles, comment on fait pour faire face à l'envie d'avoir abandonné, l'envie d'abandon, enfin c'est cette pensée qui va nous traverser l'esprit par certains moments. Qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à tout ça? Tout ça, ce sont des webinaires que je vais faire, mais qui vont durer 1h30 sur un seul thème. Et c'est le cumul de tous ces thèmes-là qui vont faire que vous allez pouvoir être très fort et avancer sur le long terme. Là, on est assez généraliste, mais prenez en compte que c'est intéressant pour tout type d'horizon que vous avez en vue. Donc, les tests physiques, c'est pareil. Comme je disais, qu'est-ce qu'on va avoir comme test physique? Eh bien, voilà, attendez-vous à avoir des pompes, attendez-vous à avoir des tractions, attendez-vous à avoir des abdos, avoir de la course à pied. Voilà. Et là, on va vous demander quoi? On va vous demander des minima. Alors, quand je dis des minima, il y a un barème. Les pompes, on vous dit, je vous dis une connerie, hein, vous devez faire, voilà, le mec qui fait 30 pompes, il a 10 sur 20, le mec qui en fait 60, il a 15, le mec qui en fait 80, il a 20. En course à pied, c'est 4 km. Ben, le mec qui fait 15 minutes 30, il a 18. Le mec qui fait 16 minutes 30, il a 13. Enfin, j'en sais rien. Mais le but, c'est pas de se dire, c'est quoi les barèmes, il faut faire combien de pompes, il faut faire combien de tractions. Hein. Le but, c'est d'arriver au maximum, d'être le plus près possible de toute façon. Hein. Donc, et c'est de cette façon-là que quand on passe sur ces épreuves-là, si on arrive qu'on est préparé, qu'on a tout donné, qu'on a pris le temps, on n'a pas de regrets. Autant sur le CSO, c'est important de savoir ce qui nous attend en test physique, de savoir exactement ce qu'on doit faire, qu'il faut faire au moins 15 tractions, qu'il faut aller chercher le palier 12 au test lutte léger, qu'il faut faire au moins 55 squats en 1 minute. Ça, c'est important.
parce que ça détermine la suite. La PMPFS, c'est pas vous qui décidez, hein. Vous vous dites pas, ben, j'irai quand je serai prêt. Non, vous avez passé la première étape, celle-ci vous est imposée. On vous dit, ben, tu iras faire la PMPFS à telle période-là. Donc, quand vous arrivez, il n'y a pas de question à se poser. Vous devez être le plus près possible, euh, en tout cas sur cette partie-là. L'aspect physique spécifique. Quand je dis spécifique, ça veut dire que on vous demande d'être bon sur des max. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'aspect physique spécifique sur ce type de formation que l'on retrouve dans beaucoup de prestages. Donc là, il faut donner tout ce qu'on a. Il faut se dire que derrière, il y a une note. Il faut se dire que la note est importante, qu'il y a un classement et que le classement est important, que ce classement détermine votre avenir, tout simplement. À côté de ça, sur l'aspect physique, si on continue à parler physique, on a parlé d'aspect physique spécifique. Si je parle d'aspect physique un peu plus opérationnel, mais c'est ce que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que l'on fait ensemble. À partir du moment où on a fait ces tests CSO, où on a validé ces tractions, ce test Luc léger, etc., eh bien, vous voyez bien que dans les préparations, c'est beaucoup plus généralisé. On travaille sur d'autres exercices. Il y a de la marche, il y a de l'aquatique, il y a un peu tout type de travail en renforcement musculaire poids de corps, mais surtout, il y a beaucoup de séances qui vont allier le cardio, le renforcement musculaire. Vous pouvez très bien avoir des max en pompe dans la foulée du fractionné et revenir sur des max en traction. Vous pouvez très bien avoir des séances où on va vous demander de monter, descendre des escaliers avec un gilet lesté pendant 40 minutes. Enfin voilà. On est sur un autre type de préparation physique. On est sur quelque chose qui va vous permettre d'encaisser physiquement, de tenir sur la durée. Ça aura ça sera bénéfique sur ce type de stage. C'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique parce qu'on n'est pas encore sur une FIFST, on n'est pas encore sur une FTS, on n'est pas encore sur ce stage long qui va déterminer votre réussite ou pas. Et c'est sur ce stage long que c'est important, que cette préparation, elle est importante et indispensable. Parce que, je déborde un petit peu, hein, mais parce que lorsque vous intégrez une unité, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous préparer. Donc les mecs qui arrivent, et c'est le cas pour 80% des gars qui veulent intégrer des forces spéciales, c'est mon constat à moi aujourd'hui, hein, c'est pas le même pour tout le monde, mais en tout cas c'est le mien. C'est que 80% des gars, leur objectif dans leur tête, c'est je veux intégrer les forces spéciales, et en fait ça s'arrête là, je veux intégrer. Et je veux intégrer, je regarde qu'est-ce qui m'attend. Ok, les CSO, il faut que j'ai l'agrément. Donc les mecs font des tractions, font des pompes et s'entraînent de cette façon-là. Il y a ceux qui s'entraînent tout seuls, il y a ceux qui prennent des coachs. Le coach, on lui dit, faut que je sois très bon en traction, faut que je sois très bon en pompe, faut que je sois très bon en course à pied. Et lui, il va faire une prog adaptée. Donc, il va faire une prog où vous allez travailler sur des tractions avec une récup conséquente pour augmenter votre max, etc. Vous n'allez pas enchaîner traction, course à pied, traction. On n'est pas là pour travailler la résistance. On est là pour travailler, augmenter votre max. Donc, la prépa, elle n'est pas la même. C'est pas la même, elle est différente. Ces mecs-là, ils travaillent comme ça jusqu'à ce qu'ils intègrent. Et quand ils intègrent, ils sont très forts en traction. Hein. Ils sont meilleurs que vous. Hein. Ils sont très forts en pompe, ils sont meilleurs que vous, ils courent peut-être plus vite que vous. Par contre, au bout de 2 semaines, quand les mecs ils sont fatigués, qu'ils ont marché pendant plusieurs jours parce que vous êtes partis sur le terrain, parce que et qu'on leur demande d'enchaîner 8 km TAP et dans la foulée ils vont faire une activité, etc. Le corps n'est pas habitué à ce type d'effort. Et les mecs ils sont plus là. Et ça fait 2 semaines. Et la formation elle dure 6 mois, 1 an et demi. Et donc ces mecs-là, au bout d'un moment, vous le savez très bien, quand le physique, il arrive à un stade bas, c'est le mental qui prend le relais, c'est logique, c'est humain, hein. Quand physiquement j'en peux plus, si je continue à avancer, j'avance avec ma tête. Donc il faut que j'ai les clés encore mentales pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer les différents caps. Et la plupart du temps, vous êtes 45 à intégrer une unité des forces spéciales, à intégrer la formation, et il y en a 10 qui se terminent. Moi, j'en ai passé des dizaines et des dizaines pendant plus de 13 ans de FTS. Et donc, je sais de quoi je parle, je l'ai vu. Hein, il y a 40 mecs, il y en a 10, 5 qui terminent parfois. Pourquoi les mecs abandonnent? C'est la première question que je me suis posée. Pourquoi les mecs abandonnent? Il y a des blessures, il y a les abandons sur l'aspect mental. Mais quand un abandon arrive sur l'aspect mental, c'est déjà qu'avant, sur le physique, il n'y avait plus personne. Hein, parce que ça dépend à quel moment ça se fait. Quelqu'un qui abandonne au bout de 2 mois, c'est pas la même chose que quelqu'un qui abandonne au bout de 6, 8 mois, ou c'est pas la même chose que quelqu'un qui abandonne pendant sur le terrain, pendant une épreuve très difficile.
Tout ça, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte. Mais quoi qu'il en soit, les abandons souvent sont parce que physiquement les mecs n'y arrivent plus. C'est le mental, et le mental, quand ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, ils n'ont peut-être pas les clés non plus. Et même avec les clés, à un moment, c'est compliqué. Donc les gens abandonnent. Il faut pas oublier que quand vous arrivez sur ce type de formation, on s'entraîne plus. C'est fini, hein. Faut pas se dire, ok, je suis préparé, je suis prêt, je suis très bon en traction, je suis très bon en ci, en ça, je vais arriver dans la formation et on va me préparer. Non. Vous arrivez dans ce type de formation, dans une FTS, vous allez régresser physiquement. Évidemment. Hein. On vous prive de sommeil, on vous met en suractivité, parfois, et parfois, il n'y a pas d'activité. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec la préparation physique, avec l'environnement physique que va avoir un sportif de haut niveau, hein, qui lui, tout est bien cadré, tout est bien calé, une compétition, récup avant, récup après, affûtage juste avant. Etc. Non, là, il n'y a rien de tout ça. Hein. Vous arrivez, et puis en avant, c'est parti. Vous faites avec ce que vous avez, l'énergie et les ressources que vous avez, c'est très simple. Hein, c'est tout ce que vous avez fait avant. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire ensemble. Même si ça peut être frustrant, parce que quand on travaille de cette façon-là, on n'explose pas ses records. Hein. Certains, oui, hein, parce que c'est comme ça, mais dans l'ensemble, on n'explose pas ses records. Par contre, on est capable de récupérer très vite. Donc, excusez-moi, j'ai débordé un petit peu, mais c'était important de le dire, et puis ça me permettait de faire une petite transition vis-à-vis de ça, c'est important. Donc, tout ça pour dire que sur une PMPFS, voilà, on est peut-être encore plus sur être bon sur un max, sur des max, hein, sur ce côté très basique, et moins sur durer pour résister, encaisser, parce que encore une fois, c'est pas un stage commando. Ça reste gentil, hein, même si peut-être qu'on va vous réveiller la nuit, je suppose. Hein, on est là pour vous montrer la vie militaire. Donc dans la vie militaire, dans toute formation, on vous réveille au milieu de la nuit pour faire des activités physiques, théoriques, peu importe, pratiques. Donc vous allez sûrement avoir ce genre de choses, mais c'est pas ce qui va vous achever, hein, je vous rassure. En tout cas, des retours que j'ai pu avoir, hein, de mes gars qui sont passés sur ce type de formation. Alors le but c'est de pas de vous dévoiler dans le détail tout ce que vous allez vivre, hein, faut le découvrir, c'est important aussi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des gars qui m'ont dit, ouais, il y a des mecs au bout de 2 jours, ils avaient les pieds défoncés, ils avaient des ampoules de partout et c'était un cauchemar. C'est un exemple pour vous faire prendre conscience de ce que vous pouvez faire et de l'importance de ce que je peux vous dire et des choses que vous devez vous mettre en avant dans votre tête et en route dans votre préparation. Ensuite, il y a un aspect qui est important aussi, c'est les entretiens. Alors les entretiens, c'est pareil. Je vais pas en parler longtemps parce que je ferai un webinaire sur l'entretien. C'est important. Ceux qui passent en entretien avec moi, alors quand je dis qu'ils passent en entretien, hein, certains d'entre vous, la plupart sont déjà passés d'ailleurs, hein, enfin en tout cas pour ceux qui ont déjà passé les tests CSO enfin moi la plupart, beaucoup sont passés en entretien avec moi. Je fais pas un entretien, hein, voilà, il n'y a pas de, moi je vous donne une fiche sur laquelle vous travaillez, je vous demande de bosser, c'est vous qui bossez, et ensuite on s'appelle, et quand on s'appelle, ça dure rarement moins longtemps qu'1 heure et demie. Hein, généralement, c'est 1 heure et demie, 2 heures. J'ai eu du plus de 2 heures. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, parce que je vous écoute, parce que je suis pas là pour vous poser des questions et vous donner les réponses. Je suis là pour vous donner des éléments de langage, pour vous faire comprendre un petit peu comment ça va se passer. Et si j'en parle un petit peu, donc là, vous imaginez bien que je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, parce que sinon, le webinaire, il peut durer jusqu'à 1 heure du matin. Mais je vous sensibilise là-dessus. On va pas préparer forcément faire ce travail d'entretien parce que vous l'aurez déjà fait. Quand vous arrivez à une PMPFS, vous êtes déjà passé un entretien. Généralement, si c'est pas le cas, on peut travailler, anticiper, travailler l'entretien avant. C'est à vous de me solliciter de ce côté-là. Vous le savez et vous le faites. Il n'y a pas de problème. Donc l'entretien, c'est important parce que dans ce type de formation, bien évidemment, vous allez échanger avec l'encadrement. Vous allez être reçu en entretien, c'est évident. Vous pouvez être reçu au début de la formation, on vous connaît pas, on veut savoir un peu qui vous êtes, donc ça reste un entretien formel où vous vous présentez, on vous demande un petit peu vos motivations, pourquoi vous êtes là, quel est votre objectif, quelle unité vous souhaitez intégrer, pourquoi, on peut poser un tas de questions. Hein. Vous pouvez aussi avoir des entretiens plus tard sur la durée,
peut-être après des activités physiques assez importantes, pour voir un petit peu, parce qu'on vous connaît déjà un peu, hein, puisqu'on vous observe encore une fois, hein, j'en reparlerai, mais on vous observe pendant tout le temps, tout le temps. Et on peut vous poser, on peut vous mettre en situation d'entretien dans un état de fatigue. Il faut bien savoir une chose, c'est que la vraie personnalité de chacun, elle ressort quand on est fatigué, quand on est épuisé. C'est là où ressortent les vraies personnes. Vous pouvez très bien vous entendre avec quelqu'un depuis longtemps, très bien, mais vous n'avez jamais subi avec cette personne. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée et la personne avec qui vous vous entendez le mieux jusqu'ici, ben finalement, ça clash parce que vous rendez compte que dans la difficulté, ben peut-être que cette personne, elle est très individualiste, elle pense qu'à elle ou voilà, elle pense pas aux autres, elle vous a apporté aucune aide ou enfin peu importe, il y a un milliard de choses qui peuvent être possibles. Cependant, vous pouvez aussi trouver chez quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, parce que on est tous attirés naturellement par certaines personnes, de par plein de critères différents, et vous rendre compte que tiens, cette personne-là, quand j'ai été en difficulté, il m'a aidé, il m'a soutenu. Et du coup, finalement, cette personne où vous dites, lui, il y a quelque chose. Lui, c'est un mec bien. Mais je l'avais pas vu jusqu'ici, j'aurais pas cru. Et en fait, les choses changent. Euh, donc tout ça pour dire, je suis rentré un peu dans une faille là, mais tout ça pour dire que en entretien, les entretiens en état de fatigue, c'est important. Ça permet de voir qui vous êtes quand vous êtes vous-même en soi. J'ai envie de dire, quand vous êtes vraiment fatigué, eh ben on arrive à sortir de vous des choses qu'on ne verrait pas quand vous êtes en pleine forme. Quand on est extrêmement fatigué, ce qui devrait pas être le cas pour vous hein, sur cette formation-là, mais quand on est vraiment extrêmement fatigué, alors quand je dis fatigué, c'est physique, c'est mental, c'est tout ce que vous voulez, on ne cache pas les choses, on ment pas, on joue pas un jeu. On joue un jeu quand on est frais, quand on est mort, on joue pas un jeu. On est vraiment qui on est. Donc ça, c'est important. Donc les entretiens, c'est important de savoir se présenter. Hein, quand on vous demande de vous présenter, commencez pas à partir dans des débats qui durent 2 heures. Commencez pas à ne dire que 3 mots. Une présentation, c'est une présentation. Hein, c'est votre nom, c'est votre prénom, c'est d'où vous venez, c'est est-ce que je suis célibataire, pacsé, marié. Voilà, c'est ça une présentation. C'est ce qu'on voit sur un CV quand on prend un CV, qu'on veut savoir qui c'est. Quand on vous demande de vous présenter, ça dure 30 secondes, c'est pas plus long, et on doit savoir qui vous êtes et tout ça c'est important. Dire que vous êtes célibataire ou marié, pour certains, on se dit bon, pourquoi dire que je suis célibataire, marié, c'est pas. Si, c'est important. C'est important de savoir si vous êtes célibataire, si vous êtes marié. Quand vous passez des tests pour des unités très spécialisées, eh bien, des fois, les profils qui sont recherchés sont aussi des profils. Souvent, quelqu'un qui est marié et peut-être un peu plus, qui a des enfants, et quelqu'un qui est un peu plus stable que quelqu'un qui est célibataire et qui fait la teuf tous les jours. Il y a ce côté de stabilité, de maturité. Il y a des choses qui ressortent à travers des choses toutes simples comme ça. Donc ça, c'est important. Il faut le dire parce que derrière, ça peut déclencher des questions. Et le fait de savoir que vous êtes marié avec des enfants ou que vous êtes célibataire, bien quand on travaille l'entretien entre nous, ça nous permet aussi de pouvoir se dire voilà, t'es célibataire, donc t'es comme ci, donc potentiellement on peut se dire que voilà, ça amène plein de choses. Donc une présentation, c'est ça. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de chaque thème, mais au moins évoquer un petit peu ce qui est essentiel, les choses sur lesquelles qu'il va falloir mettre en avant. La présentation, évidemment, les motivations, évidemment, quand on va vous demander, vous devez montrer que vous êtes motivé, et montrer que vous êtes motivé, c'est pas forcément quand vous passez un entretien, c'est tout le temps. Donc les motivations, et puis après, voilà, il peut y avoir plein de questions. On peut vous interroger, et ça aussi, vous souhaitez aller dans une unité, on va vous présenter cette unité. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si on vous demande de parler de cette unité-là, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Hein, déjà en arrivant, bien évidemment, vous devez connaître sur le bout des doigts où vous allez, ce qu'on y fait, en tout cas tout ce qu'on peut trouver en source ouverte, toutes les informations qu'on peut vous donner. Hein, le but c'est pas d'aller sortir des trucs que on vous a dit, qui sont pas en source ouverte, mais non. Ce que vous dites, c'est ce qui existe, voilà, ce que l'on trouve officiellement. Mais ça, faut le savoir.
c'est important. Hein. La géopolitique, il faut quand même mettre son nez là-dedans. Hein, vous voulez faire un métier, on vous demande quand même un minimum. On vous demande de connaître des capitales de certains pays, de savoir ce qui se passe en ce moment. Voilà, tout ça sont des choses importantes. De connaître un petit peu le enfin voilà, vous pouvez pas vous tromper sur qui est le ministre de la Défense, qui est le président de la République. Bon, voilà, j'exagère un peu, mais c'est assez grossier. Mais par contre, c'est important. Tout ça sont des choses qui doivent vous venir à l'esprit avant d'aller sur une formation comme ça. Hein, vous devez maîtriser ces choses-là. Parce qu'on va peut-être vous interroger là-dessus, peut-être que vous allez avoir des tests écrits là-dessus. Faut pas se tromper, c'est perdre des points inutilement et c'est quand même bête de se préparer euh, pour se faire bouler parce que j'ai pris 0 parce qu'on m'a posé des questions et j'étais à côté de la plaque. C'est pour ça que je dis que la différence, à mon sens, qu'on peut retrouver entre un coaching classique et du mentoring, ben tout simplement, c'est que toutes ces choses-là sont des choses que vous avez un coach de prépa physique uniquement, lui il va vous préparer sur ce point-là, mais vous avez bien compris et on le voit sur ce type de stage et vous le verrez quand vous l'aurez fait, si vous le faites, que la prépa physique c'est une chose, mais c'est 10% de la note que vous allez avoir, c'est 10%. Hein, c'est pas voilà. Moi, mon but, c'est vous donner un petit peu aussi, vous éclairer, vous donner des conseils sur le reste, parce que pour y arriver, eh bien, il faut compter sur tout. La prépa mentale, la prépa physique, l'aspect théorique, l'aspect culture générale, l'aspect retour d'expérience opérationnelle, l'entretien. Il y a plein de choses. Sinon, je m'ennuierais et j'aurais pas grand-chose à faire. Et des webinaires, il y en aurait pas, ça serait toujours les mêmes et j'aurais pas grand-chose à dire. Ça durerait 15 minutes. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis ça va durer 30 minutes et en fait, ça dure 1h30. Bon, c'est parce que je parle peut-être un peu beaucoup aussi. Et je vais essayer d'accélérer un peu, mais on en a dit pas mal. Donc les entretiens importants. Sachez bien une chose, c'est encore une fois, quand on travaille ensemble, il y a énormément de choses que vous n'imaginez même pas qui sont importantes pour un entretien. Mais j'arrête là avec ça, sinon ça va être trop long. Je vous ai parlé tout à l'heure, et je m'excuse si je me répète, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai évoqué, mais j'ai un doute quand même, sur le fait que vous allez être observé tout le temps. La note de gueule, ce qu'on appelle la note de gueule, de comportement. Pendant ce type de formation et toute autre formation, on vous observe tous. Vous êtes en groupe. La cohésion, c'est important. Je vous ai dit qu'il fallait être présent, montrer que vous êtes présent, soutenir ses camarades, parce que quand vous êtes en galère, vous serez bien content que quelqu'un vous aide. Hein, aider quelqu'un qui est en galère quand il est en difficulté. Donc ça, c'est important. On vous observe. Vous avez l'impression qu'on vous voit pas, mais on vous voit. Tout le monde vous regarde. Les gens parlent, l'encadrement parle. On détermine pas le profil de quelqu'un en 24 heures, mais en 15 jours, on arrive quand même à se dire, ok, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour ça, mais plutôt spécialiste dans ce milieu pour le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai eu le cas, hein, j'ai fait passer des tests pour des gens qui souhaitaient intégrer mon groupe, des tests qui duraient un certain temps, qui étaient pas faciles, où les personnes étaient confrontées à beaucoup d'activités sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique, etc. Et des tests où, bien souvent, à contrario, par rapport à ce que vous allez faire, je vous ai évoqué peut-être 15 personnes sur 40, etc. Nous, les tests de sélection, parfois c'était une personne. Hein, sur 15, il y en avait qu'un qui réussissait. Et les mecs le savaient. Donc c'est une vraie compétition. Quand vous avez un groupe qui tire la gueule, parce que oui, les gars sont fatigués, en ont marre, sont épuisés, peut-être un peu énervés, le stress, il y a plein de choses qui arrivent. Et ça, je l'ai vécu et vous le vivrez. Et puis tout le monde l'a vécu dans ce milieu-là. Bien sûr qu'au fond de soi, on n'a pas envie de sourire, quoi. Hein. Mais par contre, c'est important quand vous êtes au contact d'un cadre. Hein, c'est pour ça qu'aussi on appelle ces cadres-là des cadres de contact. Quand vous êtes en contact avec ces cadres-là, montrez que vous êtes pas que vous êtes content d'être là. Enfin, si, j'ai envie de dire que vous êtes content d'être là, mais vous pouvez faire apparaître je dis pas qu'il faut sourire bêtement, mais illuminer votre visage, montrer que ben ouais, je subis, c'est dur, mais je suis quand même content et je suis là pour donner tout ce que j'ai et j'accepte ce que je vis. Ça, c'est important et ça se voit.
Je peux vous assurer que ça se voit. Parfois, c'est tout le groupe, hein. Ça a un effet un petit peu, ça a un effet, ça. C'est-à-dire que quand il y a, quand tout le monde, quand vous avez quatre mecs qui font la gueule avec vous, vous faites la gueule. Quand vous avez quatre mecs qui font pas la gueule, vous la faites pas la gueule. Concentrez-vous là-dessus. Pensez à ce que je viens de vous dire. Pensez que dans les moments où vous aurez envie de faire la gueule, vous ferez la gueule. Essayez de pas le faire. Essayez de montrer que vous êtes content d'être là, même si c'est dur et qu'on en a plein le cul. C'est quelque chose qu'il faut ressentir. Je parle pas de sourire, je parle d'illuminer un petit peu son attitude. Euh, et ça, c'est important parce que qu'est-ce qu'il y a pas de qu'est-ce qu'il y a pas de plus désagréable que de voir un groupe. Je me mets à la place d'encadrement, hein, que de voir un groupe de mecs qui font la gueule, qui traînent les pattes. Alors que si là-dedans vous en avez deux ou trois qui sont là, qui sont volontaires, soyez volontaires d'ailleurs, hein, c'est une parenthèse, soyez volontaires toujours pour tout. Vous êtes là encore une fois parce que vous allez chercher quelque chose, parce qu'il y a une note au bout, parce qu'on va vous regarder. Soyez le plus volontaire possible. Normalement, quand on dit à quelqu'un qui sait qui veut, tout le monde doit lever la main. C'est pas j'attends que lui, il a levé la main, je lève la main, on se regarde. Non, vous levez la main. C'est dur, c'est chiant, vous allez moins dormir, on s'en fout. Vous levez la main, vous êtes volontaire. Ça, c'est important. Donc, montrez tout ça parce que vous ne le pensez peut-être pas, mais on vous regarde. Et ça, c'est important. C'est important parce que on va regarder cette attitude-là. On va regarder dans l'aspect cohésion comment vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va toujours aider un peu les autres, tout en étant un peu discret, hein. Vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant, pour montrer que, mais vous êtes là. On voit que vous êtes là. Quand vous avez des tests individuels, vous lâchez rien. On lâche rien. Quand vous faites des tractions, vous faites un max traction. Il n'y a rien de pire que de voir un mec qui il en fait 15. Ben voilà, il sait qu'il en fait 15. Donc la 16e, elle est un peu dure, il lâche la barre. Voilà. Ça, vous verrez, ça passe pas. En fait, ne lâchez rien. Si vous mettez 30 secondes à essayer de monter la barre pour essayer de monter ce menton au-dessus de cette barre, ben vous mettrez 30 secondes, mais vous lâchez quand vraiment on n'en peut plus. Alors ce que je dis, ça paraît évident, mais ce sont des choses que j'ai vues et que vous allez peut-être voir si vous faites ce type de formation. On lâche rien, on va jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. On est évalué sur quelque chose, on se donne à 100%. Quand on pense qu'on peut plus, on peut encore, et voilà, on peut plus quand vraiment on dépasse ses limites. Donc voilà, donc tout ça c'est important, hein, l'aspect ce que vous allez dégager. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle la note de gueule et c'est une note qui est extrêmement importante. Tous les stages que vous ferez dans l'armée, il y aura quasiment systématiquement, en tout cas tous les stages au départ, hein, les CME, les CTE, les formations initiales, ça fait partie de la formation. Il y a toujours eu, il y aura toujours, c'est important et la note, elle est très importante. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour de cette première semaine, de comment ça va se passer. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, mais qui étaient assez essentielles et importantes. C'est pas la peine d'en rajouter. Sur la deuxième semaine, il y a beaucoup moins de choses à dire. La deuxième semaine, c'est pas compliqué, hein. Vous allez aller à l'étape, l'école des troupes aéroportées. Vous allez passer quelques jours à être formé, évidemment, hein, comment s'équiper, qu'est-ce que je dois faire quand je monte dans l'avion, quand je suis dans l'avion, quand je sors de l'avion, quand je suis en l'air, voilà. Tous ces éléments-là sont importants. On va vous instruire, vous allez être instruit là-dessus. Autant vous dire que on arrive dans un environnement différent. Vous arrivez dans une école militaire, donc vous êtes observé presque comme des militaires alors que vous ne l'êtes pas. Eh bien, donc, vous allez peut-être apprendre, je sais pas, hein, les grades, à saluer, etc. Ben voilà, quand on voit une autorité, on salue. Voilà, ne vous faites pas remarquer. Voilà, c'est le maître mot. Ne vous faites pas remarquer. Soyez carré, rigoureux sur tout ce que vous faites et écoutez. Bien évidemment, écoutez. Ça va de soi, hein. Vous êtes quand même en train on vous donne des consignes pour quelque chose qui a quand même une importance. Vous allez sauter d'un avion, c'est pas naturel de sauter d'un avion. Si j'ai rien écouté, si je sais pas m'équiper, si je suis monté dans l'avion avec un doute, même si vous êtes vérifié, revérifié, avec un doute je sais pas si je me suis équipé correctement, ou sans aller jusque là, si vous vous équipez pas de la bonne façon,
vous allez avoir une pression parce que vous allez être vérifié. Si vous avez fait des fautes d'équipement, on vous met en avant. Donc, vous faites un pas en avant. Donc, tout le monde vous voit. Donc, d'une certaine façon, je me fais remarquer. Je me fais remarquer pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Je me fais remarquer parce que j'ai pas écouté, parce que j'ai fait une erreur. Alors, ça peut arriver, attention, hein. Ça arrive à tout le monde, hein. Faut pas stresser là-dessus. Mais c'est pour insister, pour mettre un coup de marteau sur le fait que soyez attentifs, écoutez, soyez concentrés, faites de la visualisation mentale. Le soir, vous avez eu une journée, vous avez eu des cours, posez-vous avant de dormir, revivez ces cours, revivez ce qu'on vous a montré, imaginez, faites du drill mental, tout ça c'est important. C'est important parce que déjà normalement vous le prenez quand même très au sérieux, hein, puisque vous n'avez jamais sauté d'un avion. La première fois c'est pas facile, c'est pas marrant, on a envie, mais à côté de ça il y a quand même un stress. Alors le stress, parlons-en. Ce stress il va être présent. Ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas putain je suis stressé, c'est pas normal. Non. Alors oui il y a le bon stress, il y a le mauvais stress, etc. Mais il y aura du stress, c'est évident. Et il faut qu'il y ait du stress. Quand on fait quelque chose comme ça, il doit y avoir un peu de stress. S'il n'y a pas de stress, c'est qu'on est inconscient, hein. Et personne n'est inconscient. Donc il y aura du stress. Si jamais ce stress, vous avez l'impression qu'il vous envahit un peu trop fort, vous avez du mal à faire face à ce stress, il faut vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est que relativisez. Dites-vous que le matos, il est solide. Le matos, il est solide. N'imaginez pas des trucs. Le matos, il est solide. Que vous êtes équipé et que vous êtes vérifié. Vous êtes vérifié plein de fois. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, soyez serein. Vous allez sortir de l'avion, il n'y a pas de problème. Le matériel, il y aura pas de problème avec le matos. Il y aura aucun problème. Il va pas se passer quoi que ce soit. Faut pas s'inquiéter. Ensuite, dites-vous que c'est une activité où, voilà, il y a pas, on recense pas des morts et des morts sur des sauts en parachute à l'étape, quoi. Moi, j'en connais pas personnellement, hein, sur des milliers de personnes, hein. Oui, il peut y avoir des blessures, mais quand il y a une blessure, c'est quoi? C'est une cheville, c'est oui, peut-être une fracture. Ce sont des choses qui arrivent, mais qui arrivent rarement sur des sauts comme ce que vous allez faire, parce que quand vous sautez, que ce soit sur la PMPFS ou votre formation, votre brevet parachutiste, il y a des conditions climatiques qui sont respectées scrupuleusement par l'étape. Hein, vous sautez, il faut qu'il y ait minimum moins de 6 mètres de vent, quoi. Ça, je crois, je sais pas si je suis peut-être plus à jour avec ça, mais voilà. Dans certains stages, il y a 7 mètres, 8 mètres, ça saute. Il y a une différence. Donc on vous fait sauter quand tout est parfait. Aucune prise de risque, tout est parfait. Donc matériel, ayez confiance. Le saut, les conditions climatiques, ayez confiance. La seule chose sur laquelle vous pouvez vous en prendre, enfin vous en vouloir s'il se passe quelque chose, si vous faites une entorse ou autre, c'est parce que vous n'avez pas respecté une consigne. Vous n'avez pas serré les jambes quand vous êtes arrivé au sol. Voilà, vous n'avez pas respecté une consigne. Ça peut vous mettre en danger, façon de parler, et les autres aussi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être attentif. Cependant, il faut évacuer ce stress en ayant confiance en ce que vous avez appris, au matériel, aux statistiques. Donc, il n'y a aucune raison. Vous avez plus de chances d'avoir un accident de bagnole en venant à l'étape que d'avoir un accident quand vous sautez en parachute. Il y a un autre élément qui peut être intéressant, c'est malgré tout ça, quand vous êtes dans l'avion, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de monde dans un avion quand vous sautez en parachute. N'oubliez pas que parmi les gens qui sont avec vous, vous les connaissez un petit peu et on n'est jamais le meilleur. On n'est jamais meilleur que tout le monde. On a toujours meilleur que soi. Hein, même peut-être le mec qui sera le haut la main physiquement meilleur que tout le monde, c'est peut-être pas lui, il est peut-être pas plus intelligent que d'autres ou autre. On a tous des qualités, des défauts. On est tous meilleurs que quelqu'un et on a toujours plus faible que soi, quel que soit le milieu. Donc en fait, on est noyé dans un truc. Quand vous regardez autour de vous, dites-vous toujours, si lui il saute, je saute. Ça, c'est quelque chose que je me disais quand j'étais dans un avion. Bon, je suis pas en train de vous dire que j'étais un stressé, que j'avais peur de sauter, mais c'est quelque chose naturellement. Quand vous êtes dans un avion et puis vous avez un personnel féminin qui est devant, une petite nana toute menue qui va sauter. À quel moment vous vous dites, moi j'ai peur, je vais pas sauter? Ben non, soit tu sautes, c'est évident.
Donc il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça. Ayez confiance et ça se passe bien. Donc là, j'ai fait un petit blabla pour vous booster un petit peu et pour vous faire comprendre que il y a vraiment pas lieu de stresser. En tout cas, si le stress déborde, si vous envahit un peu trop, repensez à tout ça et vous verrez, ça se passe bien. Rassurez-vous, le premier saut, on l'attend, on a envie, hein, mais je mets la main sur ce qui peut faire mal. Mais quand vous arrivez sur ce type de formation, c'est que vous voulez faire ce métier-là. Vous vous dites pas, je veux faire ce métier-là, mais par contre, ça me fait chier de sauter en parachute. Vous avez envie, c'est quelque chose qui vous passionne, vous êtes pressé. Vous verrez que vous serez pressé de sauter. Et quand vous aurez fait votre saut, vous serez fier et vous aurez envie d'y retourner. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc ça se passe bien en fait, ça se passe bien. Cependant, malgré tout, tout ce que je vous ai dit, eh bien, je reviens sur le fait que ça reste un peu une compétition. Hein. On vient chercher un agrément. Donc, on n'oublie pas que même si on est sous cette emprise de camaraderie, on n'oublie pas quand même qu'il y a un classement et qu'il faut être meilleur que tout le monde. Donc, vous êtes tous avec moi. Pour moi, j'ai envie que tout le monde. Alors, vous ferez pas tous en même temps la PMPFS, puis vous n'êtes pas forcément. Je ne sais pas qui va la faire, qui va pas la faire, peu importe. Mais en tout cas. Pensez bien que ça reste un objectif, ça reste quelque chose qui est important et il faut pas se laisser distraire, il faut pas se laisser aller. Voilà, on peut être très bien avec tout le monde tout en étant dans un esprit de compétition. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. On va pouvoir, s'il y en a bien sûr, s'il y en a pas, si j'ai été clair, il doit pas y en avoir. Maintenant. Je vous en voudrais pas de poser des questions. Mais s'il y a des questions, écoutez, posez vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre si je suis en mesure d'y répondre. Sinon, comme d'habitude, hein, je chercherai les réponses et si je les trouve, vous revenez vers moi via WhatsApp et puis je pourrai vous donner les informations. C'est parti. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou pas? Si oui, vous l'écrivez sur la messagerie et sinon, je vous souhaiterais une excellente soirée. Alors là, je vois bonsoir, yes, c'est ok. Ah, une question, Maël. Légèrement hors contexte, mais est-ce qu'il y a de la chute pendant la FIFST? Absolument pas. Hein, il faut bien se dire que tout ce qui est chute, c'est pas quelque chose qui est imposé, quel que soit le cursus que vous allez faire, même pendant la FTS, vous voulez intégrer force spéciale, quelle que soit l'unité, c'est pas quelque chose qu'on vous fera pendant le cycle long, pendant la formation, c'est quelque chose que vous ferez en fonction de votre spécialité. Ceux qui vont au 13e RDP, au 5e escadron par exemple, oui, bien sûr qu'ils passeront le chuteur opérationnel, qui feront de la chute, mais ceux qui vont au 2e escadron chez les nageurs, ils vont pas faire de la chute. Alors il y a certaines personnes qui vont quand même faire, ça arrive, hein, mais il faut se dire que la chute dans le mili, c'est une spécialité. Tout le monde n'est pas chuteur. Tout le monde est TAP, tout le monde est SOA, c'est-à-dire tout le monde saute en ouverture automatique, ça c'est la base, mais la chute, c'est en fonction de votre spécialité. Voilà Maël pour ta réponse. Pour ta question, pardon. Donc, logiquement, la première semaine est plus dure que la deuxième. En fait, ça dépend comment tu vois les choses. Pour certains, oui, pour certains, non. Oui, sur l'aspect physique, oui, sur l'aspect physique, hein, j'ai envie de dire, et puis non, juste physique finalement, parce que on peut se dire que la deuxième semaine, même si physiquement le saut, ça fatigue, mais quand vous êtes toute la journée à écouter des cours, etc., c'est pas ce qui va vous fatiguer physiquement. Par contre, il peut y avoir déjà un début de stress, donc c'est fatigant. Il faut être très attentif, c'est fatigant. Quand vous allez sauter, c'est fatigant. Le stress vous bouffe des calories, hein, c'est fatigant de sauter en parachute. On fait pas 10 sauts dans la journée, hein, je vous rassure, vous allez en faire 1, 2, 3, peut-être 4, mais ça m'étonnerait. De toute façon, vous n'allez pas en faire 4 puisque vous devez en faire que 2, je crois, ou 3. Mais ça dépend des personnes.
J'ai envie de dire oui, la première semaine, elle est un peu plus fatigante parce qu'on va vous réveiller peut-être la nuit, parce que vous allez avoir pas mal d'activités physiques, etc. La deuxième semaine, la nuit vous dormez, hein, vous allez pas, on va pas vous fatiguer. Donc oui, de cette façon-là, je dirais ça. Mais parfois, avec le retour d'expérience, vous pourrez vous reposer cette question-là. Quelle a été la semaine la plus difficile? Bon. Ben combien de temps s'écoule, grosso modo, entre les tests CSO et la PMPFS? Je peux pas te répondre précisément. En fait, les tests, ça dépend. En fait, ça dépend d'une chose, hein. Ça dépend je passe mes tests CSO. Ça peut se faire n'importe quand, les tests CSO. Je peux les faire demain, je peux les faire dans 6 mois, dans 3 mois. Ce qui est important, c'est la date de recrutement. Quelles sont les dates de recrutement de l'unité dans laquelle je veux aller. Admettons, tu veux aller au 13e RDP. Le 13e RDP recrute en septembre. C'est un exemple. Hein. Recrute en septembre. Tu as fait tes tests CSO au mois d'avril. La PMPFS, elle est forcément avant la période où tu vas intégrer le régiment, si tu réussis. Donc, elle sera peut-être... et elle est principalement, la PMPFS, chose que je n'ai pas dite, pendant les vacances scolaires. Donc, peut-être que ça sera au mois de juillet, peut-être que ce sera pendant les vacances scolaires. Donc, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Si tu passes... Parfois, ça peut être très, très court. J'ai fait mes tests CSO. Dans la foulée, le recrutement est en mars, on est en janvier. Je viens d'avoir fait mes tests CSO. Je passe en entretien au mois de... Enfin, j'exagère. Je fais mes tests CSO en décembre. L'intégration est en mars. Les entretiens sont en janvier. Bon, généralement, c'est avant, mais bon, en janvier, forcément, la PMPFS va arriver très vite derrière. Donc ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Mais généralement, il y a un peu de temps quand même, parce que, il y a quand même un peu de temps. À savoir que, chose que je n'ai pas dit, la PMPFS, pour les gens qui souhaitent intégrer le premier PIMA, elle est obligatoire jusqu'à présent. Pour les gens qui souhaitent intégrer le 13e RDP, elle n'est pas obligatoire, mais ça va dépendre des recruteurs, etc. Il peut y avoir une année où ils vont l'imposer, il peut y avoir une année où c'est eux qui déterminent si vous en faites une ou pas. Voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 sessions de PMPFS dans l'année. Eh ben, je ne pourrais pas te répondre avec certitude, mais je pense que oui, c'est à peu près ça. Tu dois avoir au moins 3 sessions, peut-être même 4 dans l'année, je sais pas trop. Je pars en pistage. Ok, salut Maxence. Albéric, dans ceux qui réussissent la PMPFS, combien intègrent les FS à la fin? Alors, déjà, dans ceux qui réussissent la PMPFS, tout le monde intègre les FS. Quand je dis intègre, on est d'accord, hein, intègre l'unité pour le cycle long. Si tu as réussi, c'est que tu es pris. Ça, c'est voilà, c'est que on t'a donné ton billet de train, on t'a donné ton ticket, hein, d'une façon grossière. Donc, tu vas intégrer. Après, te dire à la fin de la FTS, donc du cycle long, après avoir fait la FIFST et tout le reste, combien vont devenir opérateurs, combien vont devenir équipiers de recherche ou autres? Peu. Est-ce que ce sont que des gens qui ont fait une PMPFS? J'en sais rien. Hein. Ça, je peux pas te dire. Pour le premier, oui, évidemment, puisque tout le monde l'a fait. Pour le 13, j'ai pas fait de statistiques en me disant, OK, dans ceux qui ont terminé, les gars, combien ont fait une PMPFS avant? Mais la PMPFS, sachez une chose, c'est que ça vous aide. C'est une plus-value, c'est un plus. Ceux qui la font, on peut vous proposer, est-ce que vous voulez la faire? Alors, ça peut être un risque, je sais pas. Peut-être que si vous la faites et que ça se passe mal, vous n'allez pas avoir votre ticket d'entrée, façon de parler. Mais quelque part, moi, je pense, pour moi, que c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous pouvez le faire, il faut le faire. Donc voilà. Question. Les rentrées au premier PIMA, c'est toujours 2 dans l'année et les PMPFS février et je sais plus les autres. Donc oui, 2 dans l'année, c'est pour la plupart des unités. Il y a jamais 3 sessions d'intégration dans l'année. Il peut y en avoir une, mais généralement c'est 2. Les PMPFS février, oui, et puis il y en a peut-être 2 autres, je pense. Février et avril pour les PMPFS, peut-être même une autre proche de, peut-être en juillet ou un truc comme ça. Il y en a une pendant les vacances d'été aussi, voilà. On arrive à 3 là, et je pense que c'est peut-être le compte. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait combien de temps là? 20h30, 21h. Ah bon, on est toujours dans le même timing. Hein. On arrive toujours à 1h30, donc on est pas mal.
Voilà, je pense que j'ai été assez clair. Donc après, c'est des petites questions. Si on peut en parler, si vous souhaitez qu'on en parle, ben, comme d'habitude, on en parlera. De toute façon, c'est des sujets que je pourrais aborder avec vous individuellement. Voilà, hein. Évidemment, dans le mentoring, quand quelqu'un part sur une PPFS, il a vu le webinaire, c'est très bien, il a pris les choses, mais on fait des points avant. Voilà, on parle de tout ça. C'est comme d'habitude. Donc ça se passe bien. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, vous le retrouverez normalement en replay sous format podcast là sur la chaîne YouTube. Et puis voilà. Prochain, je pense que je ferai un webinaire sur les entretiens. Donc ça sera intéressant. Je ne sais pas quand. Et pour information, il y aura un direct sur Insta prochainement avec Romain qui n'est pas militaire, qui est civil, qui j'en ai déjà parlé, hein, qui avait un très bon niveau physique déjà en tant que civil, un super mec, qui a une quarantaine d'années et qui avait l'objectif de faire l'ascension du Mont Blanc, chose qu'il a faite avec succès et qui a rencontré pas mal de choses dans son ascension. C'est plutôt intéressant. Il a vécu pas mal de trucs. Et donc, on fera un direct pour vraiment parler de sa préparation avec une vision de civil et pourquoi il a voulu aller sur quelque chose de ce type-là. Et il racontera son ascension et toutes les aventures qui lui est arrivées. Je pense que ça peut être super intéressant. C'est pas Mike Horn, mais c'est quand même pas mal. Donc, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et puis voilà. Et on continue notre chemin ensemble. Et j'arrête là, sinon je m'arrête pas. Messieurs, bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite. Allez, salut à tous et merci encore. Ciao, ciao.